Donc, je disais du coup, si pour ceux qui ont raté, et là pour le coup, c'est j'espère la dernière fois qu'on recommence parce que j'aurais usé de votre patience. Le programme. La première chose qu'on va faire, c'est répondre à quelques questions que vous m'avez posées, que ce soit par message, par commentaire. Donc évidemment, je ne reprends pas toutes les questions, sinon j'en ai pour plus d'une après-midi. Mais je vais en répondre à 4 d'entre elles qui reviennent tout le temps. Et ensuite, peut-être, si ça fonctionne bien, si je m'entraîne un petit peu mieux pour les lives, pour que ça fonctionne bien aussi, on fera d'autres lives pour répondre à d'autres questions. Ensuite, je voulais vous parler également de la situation actuelle à Dubaï. Si vous venez à Dubaï, comment ça va se passer? Si vous cherchez un emploi à Dubaï actuellement, quel est l'état du marché de l'emploi? Je voulais vous annoncer du coup la sortie de ma formation. Je sais qu'il y en a qui l'attendaient. Enfin, je vous ai réservé une petite surprise à la fin. Donc, je vous laisserai découvrir la surprise à la toute fin. Pour ceux qui sont restés, c'est aussi un remerciement pour vous. Donc, c'est une petite surprise que je vous ai préparée et je pense que, enfin, en tout cas, j'espère que vous l'apprécierez. Donc, sans plus tarder, du coup, pour pas vous faire attendre plus que ce que vous avez déjà attendu, on va passer aux questions. Donc, dans les questions que j'ai répertoriées, que j'ai pu voir, la première question qui est revenue souvent, c'était est-ce qu'on peut postuler depuis l'étranger? Est-ce que c'est pertinent de postuler depuis l'étranger? Ou est-ce qu'il vaut mieux venir sur place à Dubaï pour chercher un emploi? Donc là, la réponse, elle va pas être oui ou non. C'est pas possible de répondre oui ou non. Globalement, toute question, on peut pas répondre oui ou non. Je vais vous donner juste des éléments qui vont vous permettre de savoir vis-à-vis de votre propre profil, vis-à-vis de votre propre parcours, est-ce que dans votre cas à vous, est-ce que c'est intéressant de postuler depuis l'étranger, de venir faire le déplacement sur place pour postuler? Donc ça, c'est une première question à laquelle je voudrais répondre. Je pense que la grande réponse à cette question de est-ce que c'est bien de postuler depuis l'étranger, la première chose à prendre en compte, c'est le poste que vous recherchez. Donc si certains veulent mettre dans le chat un petit peu quel type de poste ils recherchent, ça va m'aider à répondre à vos questions, mais globalement l'idée c'est ça. Si vous avez un poste avec des compétences rares, si vous avez une spécialité qui est peu commune, donc vraiment ou une formation qui est peu commune, on va dire par exemple vous travaillez dans l'aéronautique, vous travaillez dans le pétrole, il y a des personnes qui travaillaient dans le management des ressources halieutiques, dans ceux qui m'ont posé les questions, etc. Là, on est plus sur des profils où finalement il y a assez peu de concurrence face à vous sur le marché de l'emploi à Dubaï et donc postuler à l'étranger peut être une option. Si vous êtes sur un poste qui est un petit peu plus courant, on va dire, bien que vous puissiez tous avoir des petites spécialités, bien que vous puissiez tous avoir un parcours différent, que ce soit en termes d'expérience, que ce soit en termes de formation complémentaire, etc. Si vous avez un poste du type commercial, donc vendeur par exemple, si vous avez un poste... alors, il y en a qui me disent que je suis à l'envers. Est-ce que c'est mieux dans ce sens-là? Parce que j'avoue que je ne vois pas tellement les commentaires. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que je suis à l'endroit? Du coup, est-ce que là, je suis à l'endroit? Donc, ça va pas être la même stabilité, tout simplement parce que du coup, je le tiens dans ma main. Donc, c'est pas la même stabilité, je vais essayer de faire au mieux. Donc, ce que je disais, maintenant que j'ai la tête à l'endroit, postuler depuis l'étranger, ça peut être possible si vous avez un poste, on va dire, assez rare. Donc, il y a tout à fait des gens qui trouvent depuis l'étranger, c'est plus rare. Donc, c'est-à-dire que dans toutes les personnes que j'ai pu accompagner au cours de ma carrière et qui ont eu envie de venir s'installer à Dubaï, les personnes qui postulaient depuis l'étranger trouvaient finalement un emploi généralement au bout de 6 mois à 1 an.
Donc ça, c'est vraiment pour que vous ayez en tête, c'est que depuis l'étranger, vous n'allez pas trouver un emploi comme ça en claquant des doigts au bout d'une semaine, 2 semaines, même en étant accompagné par quelqu'un qui connaît bien le marché. Il ne faut pas espérer trouver un emploi tout de suite, en tout cas pas au bout d'1 ou 2 semaines, parce que le marché de l'emploi à Dubaï, c'est un marché qui est concurrentiel. Donc ce qu'il faut bien s'imaginer et garder ça en tête pendant tout le live, toutes les réponses que je pourrais vous donner dans le live. Si aujourd'hui je poste une offre d'emploi de commercial, admettons sur LinkedIn, j'ai de fortes chances de recevoir au moins 1000 à 3000 candidatures. Au moins 1000 à 3000 candidatures. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire que si aujourd'hui je suis commercial, j'ai face à moi peut-être 1000 à 3000 personnes sur les mêmes emplois, des concurrents. Et donc, si on se met à la place du recruteur, si aujourd'hui vous êtes le recruteur, vous recevez peut-être 3000 candidatures pour votre poste de commercial. Donc, vous cherchez un poste de commercial, vous cherchez un commercial pour votre entreprise, vous recevez 3000 candidatures. Comment vous allez faire votre tri en tant que recruteur, en tant que RH? Comment est-ce que vous allez choisir? Tiens, cette personne, je veux lui donner sa chance. Cette personne, j'aimerais bien l'avoir en entretien. Et cette personne, bon, finalement, le profil ne convient pas juste à la lecture du CV. Donc ça, c'est pas, on va dire, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard de savoir qui est-ce que je vais choisir. Voilà, qui est-ce que je vais choisir. C'est-à-dire que sur les postes comme ça où il y a 3000 candidatures, il est quand même plus intéressant pour un recruteur de faire appel ou en tout cas d'appeler un candidat qui serait déjà sur place. Tout simplement parce qu'on peut le rencontrer et du coup on peut se faire un avis, un feeling sur place. Et puis la deuxième chose, c'est aussi parce que cette personne qui est sur place a potentiellement un visa, a peut-être déjà son logement, a peut-être déjà commencer tout de suite. Donc c'est des choses comme ça qui vont faire un plus sur leur CV. Donc c'est pour ça que à la question est-ce que je postule depuis l'étranger, la réponse dépend surtout du poste que vous occupez. Si vous occupez un poste qui est largement fourni à Dubaï, par exemple, justement je vais prendre à chaque fois le poste de vendeur parce que c'est tout le monde, beaucoup de personnes ici ont ces compétences-là et recherchent ce type de métier-là. Sur un poste de vendeur, il est plus intéressant pour vous de venir sur place, de venir toquer. Et ça le live va être interrompu. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que je suis revenue? Donc je disais sur les petits postes. Sur les postes, on va dire, c'est pas qu'ils sont petits, mais sur les postes sur lesquels il y aura énormément de concurrents, et ça vous le savez, c'est-à-dire que même dans votre pays d'origine, si vous êtes commerciaux, vous savez qu'en face de vous, il y a beaucoup de commerciaux. Donc si vous voulez avoir une chance depuis l'étranger en étant sur ces postes très occupés, où il y a beaucoup de concurrence, démarquez-vous. C'est-à-dire que dans les postes que j'ai pu voir chez des clients, etc., parfois ils cherchent un commercial et ils veulent qu'il y ait un... Ça reprend. Désolée pour les petites coupures. Donc je disais, pour les postes de commerciaux, il faut vous démarquer. Sur les postes où il y aura beaucoup de concurrents, il faut vous démarquer. Donc là, je vise le poste de commercial. Il y a le poste également d'agent immobilier. Il va y avoir les postes tous les postes comme ça de la petite enfance, du développement, etc. Il va y avoir des concurrents. Donc les façons de se démarquer, c'est soit d'avoir des formations qui sont assez rares, des compétences qui sont assez rares. Vous allez pouvoir aussi montrer vos résultats. Donc, si vous êtes développeur, il ne faut pas hésiter à montrer ce dont vous êtes capable. Dans ma formation, celle que j'ai écrite et celle que je vous présenterai après, par exemple, il y a toute une partie où je présente des CV que des gens ont pu faire, donc différents CV, dont un CV de développeur, et ce développeur avait fait un CV en ligne. Il avait fait un CV en ligne interactif. Donc celui-là, je vous le montre dans ma formation et ça va vous permettre de comprendre ce que j'entends par démarquez-vous. Surtout quand vous êtes junior. Globalement, l'idée c'est quand vous êtes junior et qu'on n'a pas la possibilité de tout à fait voir ce que vous avez fait, montrez-le. Faites un site, par exemple, un développeur junior pourrait tout à fait faire un site, même par pur loisir, sur quelque chose qui le passionne, mais juste pour montrer de quoi il est capable. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Postuler depuis l'étranger, c'est possible. Vous aurez de moins bons résultats que si vous postulez sur place.
Les gens que j'ai pu accompagner sur place ont trouvé au bout de 1 mois et demi à 3 mois en moyenne. Donc ça reste une tranche assez grande pour faire ces recherches, mais il faut bien s'imaginer qu'ici, Dubaï, c'est un marché concurrentiel où vous êtes en concurrence avec le monde entier. Donc c'est un marché où les gens sont anglophones et vous êtes en concurrence avec le monde entier. Donc c'est pour ça que quand vous postulez, il faut faire attention au fait que ce soit pas le même marché du travail. On va dire ce critère-là, il est important également pour vos exigences. C'est-à-dire que je vois parfois, je reçois des mails ou des messages où on me dit « Tiens, je cherche un emploi, par contre, je voudrais que le logement me soit fourni, que l'emploi soit en télétravail, que l'employeur me paye mon billet d'avion et globalement, à moins d'être encore une fois sur un poste qui demande des compétences rares et qu'on sait que par exemple il y a peut-être que 10 candidats sur le marché et vous êtes un des 10 candidats et dans ce cas-là l'employeur s'il veut vous avoir il doit faire un réel effort. Si vous êtes sur un poste finalement où je peux trouver des centaines voire des milliers d'autres personnes que vous, l'idée c'est pas de commencer par vos exigences, c'est de commencer par ce que vous savez faire et ce que vous êtes et qu'est-ce qui vous démarque d'une autre personne avant de formuler des demandes de logement, de billets d'avion, etc., etc. Donc ça c'est une chose qu'il faut bien avoir en tête. Donc ça c'est la première chose que j'avais à vous dire sur est-ce que c'est pertinent de postuler depuis l'étranger, est-ce que c'est efficace. C'est pas du tout impossible puisque j'ai vu plusieurs personnes y arriver. Parfois je me mets dans l'exercice, c'est-à-dire que ça m'arrive d'envoyer mes CV et de regarder ce qui a changé sur le marché de l'emploi à Dubaï, de faire quelques entretiens. Parfois, je vais jusqu'au 3e, 4e entretien voir comment ça se passe pour bien noter la différence. Et l'idée, c'est vraiment que montrer vos résultats. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est montrer vos résultats. C'est-à-dire que, par exemple, moi, en tant que... par exemple, j'ai travaillé dans le recrutement. J'ai tenté une fois de postuler dans le recrutement aux Émirats, même plusieurs fois. Et ce qu'on demandait systématiquement à un recruteur ici, c'est combien de recrutements vous effectuez dans le mois, combien vous avez fait de chiffres, qu'est-ce que vous êtes capable de donner en termes de proportion, en termes de vente, en termes de nombre de candidats par mois, etc., etc. Et donc, on attend vraiment ces chiffres-là. Aux Émirats, c'est un peu à l'américaine, on veut vos chiffres. Alors qu'en France ou au Luxembourg, on va être là à vous demander quels sont vos soft skills, est-ce que vous avez des compétences sociales particulières, est-ce que vous êtes sociable, est-ce que vous êtes un bon manager. Ici aux Émirats, ce qu'on veut, c'est par exemple un vendeur qui a explosé ses chiffres, qui a explosé ses ventes et qui a des KPI à présenter pour se démarquer. Donc, première question. Est-ce qu'on peut postuler depuis l'étranger? L'idée c'est, on peut le faire, ça va prendre beaucoup plus de temps pour trouver un emploi. Si vous le faites, faites-le si vous avez un objectif de vous démarquer, donc de mettre tout en œuvre pour vous démarquer des autres candidats, ou si vous avez un poste rare. Si vous êtes sur un poste qui est très demandé et où il y a beaucoup de concurrence, venez sur place. Venez sur place, toquez aux portes, allez serrer des mains, rencontrer du monde et c'est là que vous ferez votre différence. Ça va être sur le feeling finalement, sur tiens, j'ai rencontré telle personne la semaine dernière, elle m'a paru très bien, elle est venue de manière très professionnelle et j'ai envie de l'embaucher aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous allez trouver un emploi aux Émirats. Donc il y a deux possibilités, postuler depuis l'étranger ou postuler sur place. Postuler sur place, à peu près 1 mois et demi, 3 mois, vous pouvez espérer trouver un travail. De l'étranger, 6 mois à 1 an. Donc ça, c'est la première question que je voulais vous répondre parce qu'elle m'a été tellement demandée que je me suis dit qu'il fallait mieux la faire en vidéo pour aider tout le monde d'un coup, plutôt que de répondre au cas par cas. Après, laissez des commentaires. S'il y a des choses qui vous semblent pas claires, laissez des commentaires. Après la vidéo, j'irai faire un tour, peut-être 1 heure, 2 heures après la vidéo, j'irai faire un tour de ce qui a pu être dit, quelles questions a pu être posées pour voir si je peux compléter ou éclaircir quelque chose qui n'aurait pas été clair. La deuxième question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui. La deuxième question, c'est est-ce une bonne idée de postuler sur Facebook ? Donc pour les gens qui rejoignent le live, l'idée de ce live c'est de répondre à certaines questions qui m'ont été posées. Je vais ensuite vous parler de la situation actuelle aux Émirats, vous annoncer la sortie de ma formation parce que certaines personnes l'attendent depuis longtemps, je le sais. Et enfin, à la fin, je vous ai prévu un petit cadeau.
Donc la deuxième question, est-ce pertinent de postuler sur Facebook? Donc on voit beaucoup de posts, y compris sur notre groupe, sur le groupe Emploi Business Investissement à Dubaï. On voit beaucoup de posts. Bonjour, je cherche un boulot. Bonjour, je cherche n'importe quel boulot. Bonjour, je cherche un travail à Dubaï. Est-ce que c'est une bonne idée de faire comme ça? Globalement, ma réponse, ça serait plutôt non. Je dis pas que c'est pas forcément quelque chose à bannir absolument, mais l'idée c'est vraiment, si vous cherchez un travail, soyez précis. C'est-à-dire que c'est bien de faire la démarche de venir se présenter, c'est bien de venir dire bonjour, je cherche un travail, je suis quelqu'un de motivé, etc. C'est très bien. N'importe quel boulot, ou je cherche un job, ou je cherche un emploi à Dubaï, globalement ça vous mène à rien. Ça vous mène à rien parce que, encore une fois, si je vous demande de vous mettre dans la peau d'un recruteur, donc je vous demande de vous mettre dans la peau d'un recruteur. Vous êtes sur une journée porte ouverte et il y a des candidats qui passent devant vous, qui vous donnent leur CV, etc. Et vous avez deux profils. Ce sont deux personnes qui ont fait la même formation, qui ont le même type d'expérience, qui ont les mêmes etc., etc. Donc deux personnes, vraiment deux profils identiques. Le premier vous dit « Bonjour, je cherche du travail, n'importe lequel, vous me le donnez, je le fais ». Le deuxième candidat vous dit « Bonjour, moi j'ai 5 ans d'expérience en commercial. Sur mon taux de conversion, sur mes KPI, vous pouvez voir que je suis toujours à plus de 30%. Je clôture 15 clients par semaine pour un chiffre d'affaires de 20 000 euros par mois. » Et il se présente comme ça en disant « Voilà, moi je suis prêt à prendre n'importe quel emploi dans le commercial. J'ai une appétence peut-être pour le domaine de l'industrie parce que c'est ce que j'ai fait depuis 5 ans et j'aimerais échanger avec vous. » Sur ces deux candidats, entre celui qui vous a précisé un petit peu plus de son expérience, celui qui vous a donné un petit peu, peut-être montré un petit peu ce dont il était capable, et celui qui vous a dit « je fais n'importe quel travail », lequel vous allez embaucher. Le CV est identique, la formation est identique, le nombre d'années d'expérience est identique, mais la présentation, elle est complètement différente. Donc la présentation, ça c'est quelque chose qui est hyper important. Donc postuler sur Facebook, poster sur Facebook on recherche un emploi, c'est pas une mauvaise idée, surtout si vous avez des compétences particulières, par exemple en digital marketing, que vous maîtrisez tout ce qui est référencement, etc. Vous pouvez toujours poster un message sur Facebook, mais dans ce cas-là, bonjour, je suis expert en digital marketing depuis 10 ans, je me suis spécialisée sur le référencement et puis sur, le développement web et mobile. Je cherche un emploi aux Émirats, je serai disponible, j'arrive dans 2 semaines et je suis disponible pour conduire des entretiens. Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous seriez intéressé par ce type de profil? Là, d'accord. Là, vous avez apporté dès le début de réponse, on sait qui vous êtes, on sait ce que vous pouvez proposer et donc on peut vous proposer un entretien. Bonjour, je cherche n'importe quel boulot qui en plus me donne un billet d'avion et un logement. Ça va être compliqué. Sincèrement, vous donnez vos besoins et le recruteur, lui, il connaît vos besoins et il ne sait pas comment vous allez l'aider. Donc vraiment l'idée, quand vous faites un message, que ce soit sur Facebook ou LinkedIn, j'en vois aussi beaucoup sur LinkedIn, je vois beaucoup de messages comme ça. Arrêtez avec le n'importe quel boulot parce que ça vous mène à rien. Et puis globalement, on va pas se mentir, si je vous propose n'importe quel boulot derrière, vous n'allez pas forcément l'accepter. L'idée, c'est pas de venir aux Émirats pour venir aux Émirats. L'idée, c'est pas de venir travailler à Dubaï pour venir travailler à Dubaï. Il faut que derrière, vous ayez un salaire correct pour que vous puissiez vivre. Voilà, parce que l'idée, c'est de venir aux Émirats pour bien vivre et pas simplement venir aux Émirats, voir le soleil et puis finalement aller au travail 6 jours par semaine parce que vous n'avez pas négocié d'avoir 2 jours de week-end par semaine, de peut-être prendre un emploi complémentaire parce que vous n'aviez pas assez négocié votre salaire. Donc l'idée, c'est si vous venez à Dubaï, venez parce que vous avez trouvé un vrai emploi qui vous convient, qui vous épanouit, qui vous plaît, avec un vrai salaire qui va vous permettre de vivre ici. Pas n'importe quoi. Forcément, en arrivant aussi aux Émirats, au tout début, vous aurez un salaire plus petit parce que vous ne connaissez pas le marché ici, parce que vous n'avez pas de portefeuille client à proposer à la personne qui va vous recruter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut totalement se rabaisser et tout accepter. Donc ça, c'est important.
Ce qu'il faut faire aussi attention, c'est l'orthographe. Parce que ça a beau être Facebook, si on cherche un emploi, il faut se comporter comme on se comporterait dans la vraie vie. Donc là, je veux vraiment dire, point d'attention, quand vous allez voir un recruteur en entretien dans une entreprise, ça m'étonnerait qu'en milieu de l'entretien, vous lui demandiez si la personne elle est célibataire. Ça m'étonnerait qu'au milieu de l'entretien, vous arrêtiez votre recruteur qui vous parle d'un job pour lui dire « mais est-ce que tu payes le billet d'avion ?» Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas en entretien, tout simplement parce qu'il y a des codes dans le monde de l'emploi où quand on se présente, le recruteur prend le temps de vous écouter, d'écouter votre parcours. Ensuite, généralement, il va vous poser des questions. Ensuite, il va vous présenter son entreprise. Donc, ça se découpe toujours un petit peu comme ça, les entretiens d'embauche. Et à la fin, il vous demande vos prétentions salariales. Il va vous demander ce que vous souhaitez avoir dans le cadre de cet emploi, comment vous vous voyez dans 5 ans. Et c'est à la fin de l'entretien, tout simplement parce qu'il faut d'abord commencer par donner envie avant de demander. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, depuis le début de votre vie, a dû être comme ça. Quand vous alliez voir vos parents quand vous étiez tout petit pour demander des bonbons, j'imagine que la réponse de votre papa ou de votre maman, c'était « bon, est-ce que mon enfant a bien travaillé? Est-ce que mon enfant a été gentil ?» Et ensuite, la réponse était conditionnée par le comportement qui était avant. Et bien, c'est pareil dans le monde de l'emploi. Ne commencez pas par demander un job avec du télétravail, des billets d'avion, un logement, etc. Présentez-vous, donnez envie. Et une fois que vous avez donné envie, vous pouvez parler de vos exigences. Et donc, c'est pareil pour le côté familiarité. Quand on contacte un recruteur, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, au bout de quelques messages sur l'emploi, on ne demande pas des questions de type personnel. On ne demande pas au recruteur est-ce qu'il est célibataire. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même important. Même si c'est Facebook, même si on a l'impression que l'interlocuteur en question, il est en ami sur le groupe ou il est en ami sur Facebook, ça reste un inconnu que vous auriez pu croiser dans la rue, auquel vous allez serrer la main, donner votre carte de visite et donner envie. Tout simplement parce que même si cette personne-là, elle n'a pas le poste adéquat aujourd'hui pour vous, vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour, elle se dise « Tiens, il m'avait paru sympathique, il m'avait paru sérieux, j'ai un ami recruteur ou un ami RH qui souhaite recruter quelqu'un sur ce poste, je vais les mettre en relation. » Et donc, voyez toujours sur l'avenir. C'est-à-dire que parfois, des personnes me sollicitent, me demandent pour tel emploi, je leur dis que j'ai rien pour le moment pour eux, je ne peux pas les aider. Et puis derrière, parfois on me bloque, ou alors on m'envoie une insulte et c'est une mauvaise idée. C'est-à-dire que l'idée, c'est de garder aussi être en bon terme sur la suite pour que s'il y a un emploi qui se libère quelque part et que je le sais, j'ai envie de vous recommander ou même que je sois en possibilité de vous recommander parce que vous ne m'avez pas bloqué. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est la réponse à la deuxième question. Est-ce que c'était une bonne idée de postuler sur Facebook ou de poster sur Facebook sa recherche d'emploi? La troisième question à laquelle je voulais répondre, et donc je vais répondre globalement à 4 grandes questions qui me sont posées tout le temps, histoire que les réponses soient là et qu'elles soient là pour longtemps, j'espère. J'essaierai de poster cette vidéo sur YouTube si j'y arrive, pour que les personnes qui n'ont pas forcément Facebook retrouvent ce live sur YouTube. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on commence par des questions simples sur Dubaï, sur les Émirats. On commence par des questions simples sur le marché de l'emploi à Dubaï. Et puis si ça vous plaît et si vous aimez bien ce concept, on continuera et on fera des questions un petit peu plus compliquées par la suite. Mais l'idée, c'est on part tous avec la même base. Personne n'est né en connaissant le marché de l'emploi. Personne n'est né en sachant faire un CV ou comment postuler ou comment se présenter. Donc tout ça, c'est un apprentissage. Et donc s'il y en a forcément là, dans certains d'entre vous à qui j'ai déjà parlé ou qui savent déjà de base tout ce que je dis, mais on reprend les bases comme ça, on avance tous ensemble à la même vitesse. La troisième question qui m'est souvent demandée, pour ne pas dire tous les jours, c'est bonjour, je cherche un travail à Dubaï, mais je ne parle pas anglais. Donc, est-ce que la maîtrise de la langue anglaise est quelque chose d'important? Est-ce qu'on peut trouver des jobs que francophones? Donc, tout ça, c'est la troisième question à laquelle je voulais répondre. Donc, sur ce qui est maîtrise de l'anglais, il faut avoir bien conscience
qu'ici aux Émirats, la première langue qui est parlée, c'est l'anglais. Donc à Dubaï, sur 10 personnes, on va avoir 9 personnes qui sont étrangères. Donc ça, c'est un premier métrique à avoir en tête, c'est-à-dire que 9 personnes sur 10 aux Émirats va venir d'un pays étranger, et pas que la France forcément, de plein de pays du monde, que ce soit le Pakistan, l'Inde, l'Égypte, les Philippines, la Russie, l'Angleterre, les États-Unis, etc. Comment on échange entre nous à Dubaï en anglais? Quoi que ce soit, ça sera en anglais. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre dans un lieu administratif, les réponses qu'on vous donnera seront en anglais. Vous avez besoin d'aller porter plainte à la police, même si vous devez donner les documents traduits en arabe, vous pourrez échanger avec l'officier de police en anglais. On va vous demander un entretien d'embauche, l'entretien d'embauche sera en anglais. Et donc, je vois souvent des personnes qui disent « Oui, mais alors, moi je parle pas anglais ou je parle très mal anglais et je vais apprendre sur place. » Ou alors, ce que j'entends, c'est « Je parle pas anglais, je ne maîtrise pas l'anglais, mais je ne vise que des entreprises francophones. » Il faut bien s'imaginer que même les entreprises qui sont des filiales d'entreprises françaises n'ont pas forcément envie de s'encombrer, on va dire, d'une personne qui ne serait pas capable d'échanger avec l'équipe. Une personne qui serait peut-être pas capable de trouver des clients ou de répondre au téléphone, de trouver des fournisseurs en anglais, parce que tout ça va être en anglais. Et je connais pas, en tout cas là quand je réfléchis, je connais pas de poste où vous pouvez vous abstenir de toute communication, que ce soit avec votre manager, vos collègues, avec vos clients, avec vos fournisseurs ou même avec l'administration à un moment donné. Et même vivre à Dubaï, venez vivre à Dubaï en ayant un minimum de base. Pour trouver un emploi, c'est carrément indispensable de parler anglais. Pour vivre à Dubaï, c'est quand même mieux de pouvoir s'exprimer, de pouvoir demander son chemin, de comprendre les panneaux qui sont sur la route. Quand vous recevez un message sur votre téléphone, d'être en mesure d'y répondre. Quand la poste va vous appeler pour vous livrer votre colis, être en mesure de répondre au téléphone. Donc quand même, l'anglais, c'est important. Ce qui est étonnant, c'est le nombre de personnes qui disent « Oui, mais moi, je vais apprendre sur place. Je vais apprendre l'anglais sur place. » Et quand je leur demande « Est-ce que vous êtes motivé à venir? Est-ce que vous êtes motivé à trouver un emploi à Dubaï ?» On me dit je suis la personne la plus motivée qui existe. Vraiment, vous trouverez personne qui va travailler aussi dur que moi. Et du coup, la motivation pour le marché de l'emploi aux Émirats commence par apprendre l'anglais. Parce que c'est votre base, on va dire, de vie ici. Et encore une fois, si je vous demande de vous mettre dans la peau d'un recruteur, est-ce que entre deux profils identiques, donc là, encore une fois, vous avez reçu 1000 CV, entre deux profils identiques, deux top candidats, est-ce que vous choisirez celui qui parle que français ou celui qui parle français-anglais? Ou même qui parle qu'anglais? Et la réponse, ça va être l'anglais parce que tout simplement, il n'y a pas de travail ici simplement que en anglais ou que en français. Donc c'est pas la peine de se dire je vais postuler que dans des entreprises francophones parce que même les entreprises francophones ont besoin de personnes qui parlent anglais. Où est-ce que vous pouvez apprendre l'anglais? Ça, c'est aussi une question. C'est-à-dire que c'est bien beau que je vous dise allez apprendre l'anglais. Où est-ce que vous pouvez apprendre l'anglais? Donc, il y a les films, YouTube. Donc là, je vous conseille, si vous prenez ce choix-là, de pas mettre de sous-titres en français. Vraiment, immergez-vous en entier. Parce que si vous regardez des films en anglais sous-titrés français, on sait tous que vos yeux vont faire ça en bas, vous n'allez pas vous concentrer sur l'action et finalement vous n'allez peut-être même pas réellement prêter attention à l'anglais ou prêter attention à ce que vous allez entendre. Donc l'idée c'est vraiment ça. Si vous êtes motivé à venir aux Émirats, votre première motivation, votre première marque de motivation doit commencer avant l'emploi. Donc il ne faut pas attendre d'être recruté pour commencer à montrer sa motivation. Et donc cette motivation que vous allez montrer doit commencer par l'apprentissage de l'anglais. Donc au-delà des films de YouTube, vous avez des sites. Donc je vous ai mis quelques sites gratuits. Donc il y a anglaiSfacile.com, vous allez avoir britishcouncil.fr, buzu.com. Donc ces sites-là, je vous mettrai en lien de la description, dans la description, je vous les mettrai dans les commentaires pour que vous puissiez les retrouver. Ce sont des sites où c'est gratuit. Donc globalement, il n'y a vraiment pas d'excuse sur l'anglais de me dire mais l'anglais c'est compliqué à apprendre, c'est inaccessible. Non, il y en a partout. Vous pouvez acheter un livre,
Vous pouvez aller dans des associations où vous allez parler avec d'autres personnes en anglais. Et même si ça peut paraître embêtant, même si ça peut paraître redondant de ma part de dire l'anglais, je vais vous donner juste un petit chiffre. Sur 3 33 habitants à Dubaï, donc sur plus de 3 millions d'habitants à Dubaï, il y a 10 000 Français enregistrés. Donc vous imaginez bien qu'une entreprise ne peut pas grandir sur la base de 10 000 potentiels clients français. Ils sont obligés de s'élargir à des personnes qui vont parler anglais. Et donc, c'est impensable pour même une entreprise française de se dire « j'embauche quelqu'un qui parle exclusivement français ». La deuxième chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que sans anglais, vous pouvez trouver un emploi. J'ai accompagné 3 personnes comme ça qui ne parlaient pas du tout anglais ou très très peu. On s'est entraîné là-dessus pour les entretiens, on s'est entraîné là-dessus pour la présentation. Donc c'est possible, hein, c'est pas du tout impossible. Mais les emplois qu'ils ont trouvés, c'était des emplois qui étaient globalement difficiles. Des emplois qui étaient peu demandés parce que forcément, quand on ne parle pas anglais, il faut aller vers là où il y a moins de concurrence. Donc c'était des emplois de serveurs avec des horaires assez compliqués. Ça a été des emplois de sales où la personne elle est sous pression en fait de sa période d'essai, de se dire bah tiens si à la fin de ma période d'essai je n'ai pas réussi à parler correctement anglais, je suis sur la sellette. Et il y a eu un emploi dans un hôtel. Donc globalement ces 3 métiers-là, ces personnes-là ont réussi à trouver un emploi sans parler anglais. Ils n'étaient pas bien payés. Ça c'est une chose, c'est-à-dire que si vous ne parlez pas anglais, si pendant l'entretien vous n'êtes pas capable de vous exprimer avec votre recruteur, vous n'allez pas négocier votre salaire, vous n'allez pas négocier vos avantages, vous n'allez pas négocier par exemple un billet d'avion aller-retour une fois par an. Vous allez avoir du mal à trouver et quand vous aurez trouvé, vous n'aurez pas le choix. Donc l'idée c'est vraiment ça. Si vous êtes motivé à venir ici aux Émirats, vous allez vous aider grandement. C'est pas pour l'entreprise que vous faites ça, c'est pas pour faire plaisir aux recruteurs et c'est pas pour montrer votre motivation à votre futur manager que vous apprenez l'anglais. Vous apprenez l'anglais pour vous, c'est-à-dire que vous allez apprendre l'anglais pour trouver un meilleur emploi, un emploi qui est mieux payé, pour pouvoir échanger avec vos collègues, pour vous faire des amis ici aux Émirats, etc., être en possibilité d'aller chez le médecin, en capacité d'aller vous plaindre à la police. Et puis, je vais reprendre un exemple du coup d'une amie qui est ici aux Émirats. Quand on ne parle pas anglais et qu'on a un litige ensuite avec l'employeur, c'est difficile. C'est difficile de de tout simplement lever le litige, aller devant la cour, expliquer son souci. Donc ça, c'est vraiment important, l'anglais, avant même de venir. On n'attend pas d'être sur place pour venir et pour apprendre l'anglais. Donc ça, c'était la 3e réponse à une question qui me posait tout le temps. Je vous propose une 4e question et ensuite on passera à la situation actuelle à Dubaï. La 4e question qui est posée très régulièrement, c'est tout ce qui est points de vigilance à Dubaï. Quels sont les points de vigilance aux Émirats avant de venir? À quoi je dois faire attention quand je postule aux Émirats? La première chose que j'ai envie de dire, que ce soit que vous postuliez aux Émirats ou en France ou au Luxembourg ou en Belgique, aux États-Unis, etc., faites attention aux informations personnelles que vous mettez sur les CV. Tout simplement parce que le CV, c'est quelque chose qu'on a tendance à envoyer un petit peu partout. On se dit, plus on envoie de CV, plus on a de chances de réussir, plus on a de chances de trouver un emploi. Dans l'idée, c'est quelque chose qui paraît tout à fait logique. Par contre, envoyer à des milliers d'inconnus votre adresse exacte, votre statut marital, parfois il y a même le nom des enfants. J'ai déjà vu la plaque d'immatriculation de la voiture, le numéro de permis de conduire. Parfois sur le CV, il y a le numéro du passeport, il y a le numéro de la carte d'identité, etc. Envoyé à des milliers d'inconnus. Ces numéros-là ou ces informations-là, c'est un danger. C'est un danger où que vous soyez dans le monde. Donc faites attention. Un recruteur, par exemple, quand quelqu'un postule en France et que je vois sur son CV son adresse exacte, je lui dis toujours, ça ne sert à rien de savoir que tu habites 15 rue du Puy, Metz, France. Ça ne sert à rien. Ça ne fonctionne pas par courrier. Le recruteur ne va pas venir un jour toquer chez vous ou la poste ne va pas vous envoyer un courrier. Vous êtes convié à un entretien. Donc mettez la grande ville à côté et le nom du pays depuis lequel vous postulez. C'est tout. Pareil pour le numéro de passeport. On ne met pas un numéro de passeport sur un CV parce que le CV passe de main en main et on ne sait pas quelles sont les intentions des personnes qui auront votre CV. On ne sait pas où va finir votre CV. Et je vais vous donner juste un seul exemple qui peut vous faire peur, mais au moins vous allez comprendre.
Admettons un jour, quelqu'un essaye d'aller sur votre compte en banque. Globalement, il fait mot de passe oublié. Admettons, il a trouvé votre téléphone, il essaye d'aller sur votre compte en banque, il met mot de passe oublié parce que justement, il n'a pas votre mot de passe. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai déjà vécu l'expérience moi-même où j'avais oublié mon mot de passe. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé la banque, je leur ai dit voilà, j'ai perdu mon mot de passe, j'aimerais le récupérer pour pouvoir accéder à mon compte. Et on m'a dit d'accord, très bien. On va vous permettre d'accéder à votre compte, il faut répondre à quelques questions d'ordre personnel. Où est-ce que vous êtes né? À quelle date? Où est-ce que vous habitez? On m'a demandé par exemple, quel était votre dernier achat? On m'a demandé, plein de petites informations. Par exemple, si vous aviez eu un crédit pour une voiture, il aurait été possible qu'on vous demande quelle est la marque de votre voiture, quel est le modèle de votre voiture. Et si vous donnez sur un plateau toutes ces informations à quelqu'un qui aurait et votre téléphone, ou même pas le téléphone, qui soit sur Internet, et qu'à votre CV, vous lui donnez un peu les clés de votre maison. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que tout le monde n'est pas bien intentionné et tous les vous n'avez pas la maîtrise. Une fois que votre CV a été publié quelque part ou a été envoyé quelque part, vous n'avez pas la maîtrise de où est-ce qu'il atterrit. Donc faites attention à ça, sur quelles informations personnelles je mets sur mon CV. Et c'est pareil pour le nom des enfants, etc. On n'a pas besoin de connaître votre statut marital. Ce qui est important sur un CV à Dubaï, ce qui est important pour un recruteur, c'est de savoir dans quel pays vous vivez, forcément, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas mentir indéfiniment. Il faut qu'on fasse votre visa et on sait très bien. Et il nous faut savoir d'où vous postulez. On va avoir besoin de savoir quel est le statut de votre visa, pas le numéro de visa. C'est-à-dire que moi, en tant que recruteur, j'aime bien savoir si vous avez un visa résident et que je peux vous employer tout de suite, ou si vous avez un visa touriste et dans ce cas, je dois faire votre visa. Donc c'est deux choses, c'est visa touriste ou visa résident. C'est pas visa, numéro de visa, voire photocopie du visa. Parfois des personnes qui joignent des photocopies de leur passeport avec leur CV, c'est une très mauvaise idée. Tant que en fait, au début de vos démarches, vous envoyez le CV. Ensuite, vous faites les entretiens d'embauche. Si ça se passe bien, vous allez peut-être faire 2-3 entretiens. Et au moment de faire le contrat de travail, à ce moment-là, oui, on a besoin de votre passeport. On a besoin de certaines informations. Mais assurez-vous d'avoir au moins cette sécurité-là, que la personne en face de vous, ce soit une personne qui soit dans la shortlist, donc une personne qui soit intéressée par votre profil et qui agisse sous le cadre d'une entreprise au fin de vous donner un travail. Pas pour n'importe quoi et pas simplement une information sur le CV. Je pense que dans la rue, je vais pas insister, mais dans la rue, vous croisez un inconnu, déjà, quand on vous demande votre numéro de téléphone dans la rue, il est fort probable, dans 90% des cas, on ne le donne pas. Donc, ça, c'est fort probable. Donc, de la même façon, un inconnu vous arrête dans la rue et vous demande quel est votre numéro de passeport. Je pense que c'est la même chose, vous n'allez pas le donner. Donc, c'est pareil. Que ce soit un CV, une candidature ou quelqu'un dans la rue, c'est un inconnu de la même façon. Même si sur LinkedIn, il y a écrit qu'il est recruteur, parce que sur LinkedIn, c'est de l'autodéclaration. Tout le monde peut être recruteur ou RH sur LinkedIn. Donc, faites bien attention. Pareil, documents personnels, on évite de les donner avant un certain stade, avant un stade de recrutement très avancé. Toujours passer des personnes qui reçoivent parfois des offres d'emploi ou des contrats de travail sans jamais avoir passé d'entretien. Imaginez-vous bien qu'ici aux Émirats, si sur une offre d'emploi, j'arrive à recevoir 3000 candidatures, c'est pas pour derrière prendre une candidature au hasard sans jamais l'avoir rencontrée et lui offrir un poste. Donc toujours exiger un entretien. 2 raisons, simplement. L'entreprise, elle a besoin de savoir que vous êtes un bon candidat et qu'en tout cas vous êtes la bonne personne pour évoluer en son sein. Mais aussi, vous, en tant que candidat, exigez un entretien parce qu'il faut aussi que vous sachiez où vous mettiez les pieds, qui est votre recruteur, qui est votre manager, quelle sera votre équipe. Et si vous avez rencontré personne dans l'entreprise, c'est complètement, c'est louche. Moi, je vais vous dire tout simplement, fuyez une entreprise qui vous recrute sans jamais vous avoir rencontré, c'est vraiment important. 2 derniers points de vigilance très très importants. Ne rien payer. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent aux Émirats où on vous dit, vous avez décroché l'offre d'emploi que vous rêviez, avec un super salaire. Le logement est inclus. On vous paye vos billets d'avion. Simplement, on va vous demander de payer votre visa. Vous prenez juste en charge le visa.
ça sera remis sur votre prochaine paye, sur la première paye, il n'y a pas de souci là-dessus, mais notre process interne veut que vous payiez votre visa résident. Fuyez ce type d'entreprise. Tout simplement parce que la plupart des gens ne voient jamais ni contrat de travail, ni visa, ni leur argent derrière. Tout simplement, c'est une forme d'arnaque qui peut exister. Donc faites attention, n'envoyez jamais d'argent. C'est à l'employeur de vous payer votre visa. Donc globalement, il n'y a même pas d'histoire de c'est vous qui allez payer puis ensuite on va vous rendre votre argent. Donc vraiment, c'est à l'employeur de payer votre visa. N'avancez aucun frais, même si c'est une simple avance. N'avancez aucun frais. Et si vous devez rater un super job parce que vous n'avez pas payé, à mon avis, vous n'avez rien raté du tout, tout simplement parce que c'est à l'employeur de payer pour votre visa. Et imaginez-vous bien qu'en prenant un peu de recul, un employeur qui est capable de vous offrir un super salaire, un logement, un billet d'avion est tout à fait capable de payer votre visa résident en plus. Dernière petite chose à bien faire attention, dernier point de vigilance, si vous postulez aux Émirats, signez un contrat avant de commencer. Signez votre contrat de travail avant de commencer. Ne commencez jamais un emploi en disant bah tiens c'est la période d'essai, c'est pas grave, c'est un moment où je dois faire mes preuves, montrer ma motivation. C'est pas vrai. C'est-à-dire que moi je suis juriste de base, donc je tiens vraiment à ces contrats, je tiens vraiment à tout ça. Mais c'est pas une lubie de ma part, c'est-à-dire que c'est ce qui va vous protéger. Dans le contrat, une période d'essai est prévue. Donc si vous ne convenez pas au poste, l'employeur n'a globalement pas pris de grands risques. Si vous ne convenez pas au poste, on rompt la période d'essai et vous avez votre salaire de ce que vous avez travaillé. Et puis derrière, vous avez peut-être un préavis qui est prévu, mais vous êtes protégé. Si vous n'avez rien du tout, déjà vous êtes en situation illégale si vous n'avez pas de contrat de travail. Pas de contrat de travail, ça veut dire pas de visa, donc vous travaillez en tant que visa touriste, ce qui est hautement illégal. Donc ne vous mettez pas dans une position d'illégalité pour un potentiel emploi où l'employeur commence la relation de travail sans même respecter la loi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit vous mettre, c'est un warning immense que vous devez avoir en tête. Un employeur qui commence une relation de travail sans respecter la loi, c'est que derrière, vous allez avoir un souci. Vous aurez des soucis pour vos salaires, vous allez avoir des soucis lorsque vous allez partir, vous allez avoir des soucis pour vos congés, etc., etc., etc. Donc globalement, on a une offre d'emploi, ça commence par un contrat de travail, et ça se finit par une rupture de contrat de travail, mais globalement, on ne commence jamais à travailler sans avoir le contrat au préalable. Donc j'espère en tout cas que toute cette partie question, ça vous en a appris un petit peu plus. Peut-être que d'autres personnes le savaient, mais que ça fait un rappel. Je ne peux pas répondre à toutes les questions qui étaient posées parce qu'il y a des choses qui demandent des développements immenses, des choses qui demandent d'avoir certaines bases. Et donc on pourra envisager peut-être d'en parler dans d'autres lives pour que petit à petit chacun construise sa pyramide sur des bases solides et qu'à la fin on arrive sur des questions peut-être pointues mais ensemble et pas simplement le réserver à certaines personnes qui ont déjà une bonne connaissance parfois du métier du recrutement et qu'on en perde d'autres en route. Donc faites on va dire ces 4 questions-là qu'on a traitées ensemble. Ce sont des questions sur lesquelles je ne reviendrai pas sur les prochains lives, tout simplement parce que les gens qui seront fidèles au live, j'ai pas envie qu'ils réécoutent la même chose. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, postuler à l'étranger, c'est possible, mais c'est quand même difficile, il faut se démarquer. Postuler sur Facebook, c'est possible à condition de bien se présenter et d'être professionnel. La maîtrise de l'anglais, c'est quelque chose de complètement indispensable et c'est même pas la peine d'envisager de l'apprendre sur place parce que vous allez en pâtir, que ce soit même dans vos conditions de travail futures. Et pour ce qui est des points de vigilance, on fait attention à ces données personnelles comme on le ferait dans la vraie vie. Internet n'est pas plus protecteur, voire vraiment beaucoup moins que la vraie vie, donc c'est les mêmes points de vigilance et la même façon de faire attention. Donc là, je passe à la partie où je vous ai promis de parler de la situation actuelle à Dubaï. J'avais prévu mon petit PowerPoint, etc. Si j'ai la possibilité, je le mettrai quelque part soit sur le groupe, soit je vous l'enverrai par mail. Mais l'idée, c'est de vous donner un petit aperçu de ce qui se passe ici pour les personnes qui soit veulent partir de Dubaï, soit qui veulent rentrer sur Dubaï. Déjà, sachez que tous les voyages depuis ou vers Dubaï sont possibles à partir du moment où les 2 aéroports, celui de Dubaï et celui de destination, sont ouverts au vol. Donc ça, c'est quelque chose. Mais en tout cas, France-Belgique,
France-Luxembourg, France-Dubaï, Luxembourg-Dubaï, etc. Tous ces vols-là sont ouverts. Si vous souhaitez venir à Dubaï en tant que touriste ou en tant que résident, en tout cas si vous souhaitez venir à Dubaï, il y a des formalités à accomplir. Déjà, une première chose, c'est prendre une assurance santé mondiale, prendre une assurance santé internationale. Donc c'est une précision que je voulais apporter parce que parfois on me dit bah non moi l'assurance santé pas de souci, j'ai une carte Gold qui me couvre, j'ai une assurance qui couvre tout. Faites quand même attention, c'est-à-dire que les assureurs, et que ce soit des assureurs, des mutuelles, des cartes bleues, etc., ont des polices d'assurance dans lesquelles ils s'exonèrent parfois de certaines de leurs obligations, et notamment tout ce qui est pandémie est souvent dans les exceptions de ce qui est couvert. Donc c'est très bien si vous êtes couvert, mais faites la vérification en amont pour pas découvrir ici que finalement vous n'étiez pas protégé. Donc c'est très bien d'être couvert par sa carte bancaire, mais on vérifie, on demande par mail ou par écrit à son banquier, est-ce que les risques relatifs au coronavirus, donc est-ce que si j'attrape le coronavirus et je dois me faire soigner à Dubaï, est-ce que je suis couvert par l'assurance de la carte bleue? Donc ça c'est quelque chose qui est important avant de venir parce que c'est ce qui va vous permettre de payer vos soins. Le risque, tout simplement, un des risques financiers qui est majeur pour vous, vous avez une assurance qui n'est pas valable pour le coronavirus, vous attrapez le coronavirus en venant à Dubaï, vous vous faites soigner pendant 15 jours dans un hôpital et vous savez que les soins aux Émirats sont beaucoup plus chers, tout sera à votre charge. Donc veillez, faites une petite vérification qui va vous prendre peut-être 10 minutes pour certains, peut-être une demi-journée pour d'autres, mais qui potentiellement va vous faire économiser beaucoup de temps et d'argent une fois sur place. Donc une assurance santé internationale. Ensuite, vous devez vous faire tester. Donc pour le test, vous avez deux options. Soit vous faites un test dans votre pays d'origine, donc c'est un test PCR, c'est ceux avec les fameuses grandes tiges que vous allez mettre, qu'on met dans vos narines. Donc c'est pas les tests avec les gouttes de sang qu'on vous demande, c'est les tests PCR. Soit vous faites ce test dans le pays d'origine et donc les résultats au moment d'arriver sur Dubaï doivent avoir moins de 96 heures. Donc il ne faut pas le faire trop en avance et du coup il faut le faire quand même assez en avance pour avoir les résultats à temps, mais pas trop en avance pour que lorsque vous arriviez à Dubaï, le test est moins de 96 heures. Donc ça c'est une première chose, vous pouvez faire votre test depuis votre pays d'origine. La deuxième option, c'est que vous pouvez faire le test à l'arrivée à l'aéroport. À l'aéroport de Dubaï, vous pouvez vous faire tester si vous ne vous êtes pas fait tester dans votre pays d'origine. La petite contrainte, si vous vous faites tester dans l'aéroport de Dubaï, vous devrez ensuite rester en quarantaine, soit dans votre hôtel, soit là où vous avez prévu de résider, pendant 2 jours, en tout cas jusqu'à l'arrivée des résultats. Donc jusqu'à l'arrivée des résultats, tant que vous n'avez pas de résultat qui dit que vous êtes négatif au coronavirus, vous restez en quarantaine. Vous n'aurez pas le droit de sortir, vous n'aurez pas le droit de faire du tourisme, etc. Donc si vous prévoyez de faire des tests PCR à l'arrivée à l'aéroport de Dubaï, prenez en compte cela, ne programmez pas de visite, ne programmez pas de sortie touristique ou de sortie tout court pendant au moins 2 voire 3 jours, le temps d'avoir les résultats pour pas devoir annuler en catastrophe ou perdre des acomptes, etc. Si vous êtes négatif, tant mieux, je suis très contente pour vous, vous pouvez tout faire à Dubaï. Si vous êtes négatif, globalement, Dubaï le cours de la vie à Dubaï a repris, on peut être les capacités d'accueil des malls, etc. est à 100%, il n'y a plus de couvre-feu, simplement il va falloir respecter les distanciations sociales, donc par exemple dans le métro, une place sur 2 qui sera libre, c'est indiqué par des stickers, avoir des masques, des gants, etc. Mais globalement, tout le reste est ouvert. Atlantis Aqua Venture est ouvert. Le désert, vous pouvez vous y rendre, etc. etc. Tout est faisable si vous êtes négatif. Si vous êtes positif au coronavirus, ou si vous attrapez le coronavirus en cours de séjour, vous allez devoir subir une quarantaine de 14 jours. Donc, c'est important de l'avoir en tête, c'est-à-dire que l'idéal, ce serait quand même de se faire tester dans son pays d'origine avant de venir pour en avoir le cœur net.
Mais si vous venez et que vous attrapez le coronavirus pour X ou Y raison sur place, normalement si vous avez des masques, vous êtes plutôt bien protégé. Mais si vous l'attrapez ici, ça veut dire 14 jours de quarantaine où vous ne pourrez pas reprendre votre billet d'avion retour pour rentrer et finir votre quarantaine chez vous. C'est 14 jours de quarantaine sur place. Ça peut être à domicile si votre domicile répond à certaines normes. C'est-à-dire que si vous êtes plusieurs dans le domicile, il faut qu'il y ait un espace privé où vous avez votre propre salle de bain, où c'est possible de désinfecter de manière individuelle. Si vous êtes à l'hôtel, vous n'aurez pas le droit de sortir, donc il faudra commander ou vous faire livrer de la nourriture. Et tout ça, ces 14 jours de quarantaine, ce seront à vos frais. Donc si c'est en hôtel, tout ça ou à domicile, c'est à vos frais. Si c'est en hôpital, là, c'est important quand même de savoir si son assurance santé va couvrir ces frais-là pour pas que vous retrouviez avec une facture à la fin des vacances qui soit immense. Donc ça, c'est important. Dubaï, c'est 100%, hein, c'est ouvert, tout a repris. On va retrouver beaucoup de gens maintenant dans les malls, même le soir, dans les restaurants, etc. On retrouve beaucoup de gens. Abu Dhabi, c'est une autre histoire. Abu Dhabi, c'est un effectif à peu près de 60% maximum. Je crois 4 ou 5 personnes dans les restaurants par table. Donc ça, c'est quelque chose un petit peu différent à Abu Dhabi. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, la vie reprend son cours. Les choses commencent à bouger. Je connais plusieurs personnes sur place qui ont déjà changé d'emploi pendant le coronavirus ou qui ont déjà trouvé quelque chose d'autre. Donc les recrutements ne se sont pas arrêtés. Il y en a qui ont trouvé pendant la période de confinement. Donc les recrutements se poursuivent forcément moins rapidement, forcément moins gros volume, mais il y a des profils surtout les profils rares qui sont en train d'être recherchés. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a mis en pause le monde et l'économie pendant 2 mois que le besoin dans une entreprise n'existe plus. Le besoin dans l'entreprise, elle existe encore. Simplement, on a mis le recrutement en pause peut-être pendant le confinement parce que on n'avait peut-être pas la capacité d'accueillir une nouvelle personne et de l'intégrer correctement. Mais là, ça reprend. Donc, je voudrais dire 2 choses à ce sujet-là. Donc, ça reprend. Quand je dis que ça reprend, il y aura forcément une priorité qui sera donnée aux personnes qui seront sur place, qu'on pourra rencontrer sur place. Pas une priorité légale, hein, c'est pas quelque chose qui a été décidé par le gouvernement, c'est simplement que, c'est simplement que en parlant avec des recruteurs ou des RH qui sont sur place, il y a beaucoup de personnes, ça c'est vrai, qui ont perdu leur emploi pendant le coronavirus. Et ce sont des personnes qui connaissent le marché de l'emploi, qui sont sur place, qu'on peut rencontrer immédiatement, pour lesquelles on peut faire qui parfois ont encore un visa résident, que ce soit sous leur propre entreprise ou sous l'ancien employeur qui n'a pas encore annulé et qui leur laisse la chance de garder leur visa un petit peu de temps, le temps qu'ils retrouvent quelque chose. Donc ça, c'est important de se dire, c'est-à-dire que a priori, il y aura quand même une petite préférence dans un premier temps pour les personnes qui sont sur place et qui auraient par exemple leur propre visa, qui pourraient être rencontrés directement, qui pourraient commencer directement et qui auraient une connaissance du marché de l'emploi, du marché client, fournisseur, etc. des Émirats. Donc ça, c'est une chose à savoir, il y aura forcément cette priorité-là. Ensuite, les choses vont reprendre leur cours. Donc, quand je discutais avec les différents RH ou recruteurs que je connais ici à Dubaï, ils disaient que, globalement, la France, les Émirats et la France, c'est un marché complètement différent. C'est-à-dire qu'en France, quand il y a ce type de problème, il faut passer par ce qu'on appelle le licenciement pour raison économique, par exemple, quand il y a des pertes de bénéfices, etc. dans les entreprises. Et ces licenciements pour raison économique, ils répondent à des critères, des process qui sont assez lourds, assez longs. Et donc, sur 1 mois, 2 mois de coronavirus, on n'aura pas eu le temps d'éjecter une partie de l'effectif et ensuite de les reprendre plus tard. Donc, la France, on est vraiment protégé à ce niveau-là, au niveau de l'emploi. On a cette sécurité. À Dubaï, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il existe des préavis dans les contrats de travail. Il y a la période d'essai comme on a vu en France. Et il faut également
des raisons pour licencier la personne, mais globalement, ça reste beaucoup plus facile. Et donc, il y a des petites entreprises qui savaient que en perdant leur chiffre d'affaires sur 2 mois, l'affaire risquait de péricliter. Et donc, elles ont choisi soit de garder la personne et de la mettre en congé sans salaire, avec son accord évidemment, soit de lui payer que la moitié, soit de la licencier puis peut-être de la reprendre plus tard. Et eux, ça a été un choix de survie pour certaines entreprises. Et donc, ces entreprises-là, elles ont ces besoins. Simplement, il y avait moins de besoins pendant le coronavirus et donc il y a eu moins de besoins, donc moins de salariés, etc., etc. Mais ça va reprendre. C'est pas définitif. Il y a beaucoup de personnes, vous verrez beaucoup de personnes sur les groupes Facebook en ce moment qui partent des Émirats. Tout simplement, ce qu'il faut bien avoir en tête. Une personne qui est licenciée aux Émirats et qui a, une fois que son visa est annulé, une fois que son visa emploi est annulé, cette personne-là, elle a 1 mois pour trouver quelque chose d'autre, créer son entreprise pour obtenir son propre visa, ou alors elle devra quitter le pays. Donc globalement, dans les personnes qui partent actuellement, il y a aussi un lot de personnes qui, globalement, voulaient 1 mois sans qu'elles puissent trouver d'emploi, sans qu'elles décident d'ouvrir leur propre entreprise parce que ça a un coût conséquent d'ouvrir une entreprise ici. Donc c'est un choix, hein, c'est pas cosmétique. On ne prend pas une entreprise comme ça juste pour avoir un visa, on prend une entreprise parce que derrière il y a un projet de trouver un travail, il y a un projet de proposer un service, de proposer un produit, etc., etc. Donc globalement, l'idée c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui partent des Émirats et qui souvent ont le projet de revenir une fois qu'elles ont retrouvé un emploi, mais qui ont simplement plus de visa. Donc ça, c'est important de le savoir. En tout cas, c'est pas une fatalité. Le marché de l'emploi à Dubaï va poursuivre ses recrutements et je pense, en tout cas, ce qu'on se disait nous avec du coup les personnes que je connais ici qui sont soit RH, soit consultantes en recrutement ou dans le recrutement en général. Globalement, on peut prévoir que si tout se passe bien, si on n'a pas une deuxième vague de confinement et de coronavirus, à partir de octobre jusqu'à janvier-février, on devrait retrouver des volumes de recrutement qui sont similaires à ce qu'on avait avant. Donc ça, c'était une petite chose que je voulais vous dire sur le coronavirus et sur la situation actuelle aux Émirats. Maintenant, deux choses pour finir. Donc, 2 petites choses pour finir. La première chose, c'est que j'aimerais vous présenter du coup la formation que je vais sortir, j'ai sorti ça depuis une petite semaine, mais que je vous annonce officiellement. Je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Et à la fin, je vous annonce la surprise que je vous ai réservée pour les personnes qui regardent ce live. En tout cas, c'est vraiment, j'apprécie que vous soyez tous restés. Je vois des personnes qui arrivent, etc. Donc j'espère qu'en tout cas vous n'avez pas perdu le fil. J'essaierai de poster ça sur Facebook ou de reposter ça sur Messenger pour que vous puissiez le voir pour les personnes qui sont arrivées en cours de route. Alors, tout simplement sur la formation. Déjà, qui suis-je parce que je fais pas mal de choses ici aux Émirats. Globalement, l'idée, c'est que j'accompagne les personnes qui souhaitent s'expatrier aux Émirats Arabes Unis. Donc, je les accompagne sur divers plans. C'est-à-dire que sur le plan création d'entreprise, je les accompagne totalement. C'est-à-dire que je suis juriste, je suis spécialisée en création d'entreprise aux Émirats ici, que ce soit offshore, free zone ou mainland. Et donc, je peux totalement vous aider là-dessus. Je maîtrise totalement, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je m'aide et je me fais accompagner également de cabinets d'avocats qui peuvent régler, on va dire, tout ce qui est fermeture de société en France, par exemple, ou création d'une SCI en France alors que vous êtes résident à Dubaï. Ou alors, une fois que vous serez à Dubaï et que vous aurez vous aurez pas mal épargné et que vous voudriez retourner par exemple en France, on traite également de tout ce qui est rapatriation fiscale en France et on est en pleine négociation d'un accord avec l'inspection des impôts en France pour voir comment on peut faire pour que vous puissiez rapatrier vos sous et vos fonds en France sans vous faire taper dessus. Donc ça, c'est une première partie de mon travail. La deuxième, on va dire les autres parties, parce que c'est les autres façons de venir à Dubaï. Il y a le fait d'être sponsorisé par sa famille. Pour le coup, je ne peux pas vous sponsoriser, même si je le voulais, sur cet aspect-là, mais c'est une possibilité que vous avez. L'investissement immobilier est également une possibilité que vous avez ici pour obtenir un visa résident aux Émirats.
Là, pour le coup, c'est pas moi qui traite avec moi que vous allez traiter directement parce que je ne peux pas tout faire et que je ne suis absolument pas spécialiste de l'immobilier aux Émirats Arabes Unis. Et donc, je préfère le réserver à chaque fois, chaque compétence à ses experts. Et donc, c'est pour ça que si un jour vous avez besoin d'aide ou d'avis ou de soutien sur la partie investissement immobilier, je saurai vous recommander en tout cas les bonnes personnes qui pourront vous aider en français, de préférence si vous avez besoin, pour vous accompagner à ce sujet-là. Et enfin, la dernière partie de mon travail, c'est d'accompagner des personnes qui cherchent à trouver un emploi. Donc ça, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Déjà depuis la France, le Luxembourg et puis maintenant sur les Émirats Arabes Unis. Ce sont des marchés différents, mais globalement, depuis tout le temps où j'aide des personnes, j'ai aidé à peu près 116 clients, que ce soit dans leur refonte de CV, que ce soit dans l'accompagnement pour la recherche d'emploi, que ce soit sur la maîtrise de l'outil LinkedIn, de créer son CV, créer son profil LinkedIn, etc. etc. Et donc, c'est à peu près 116, si je perds personne en route, c'est à peu près 116 personnes que j'ai accompagnées depuis le début. Pour ma partie à moi personnellement, donc je suis juriste en droit du travail, j'ai travaillé au sein de ressources humaines de grands groupes, j'ai travaillé en tant que consultante en recrutement avant d'ouvrir mon propre cabinet en recrutement et j'ai également travaillé en agence d'intérim, ce qui me permet aujourd'hui dans la formation de vous donner vraiment toutes les astuces, quel que soit le recruteur auquel vous vous adressez. Que ce soit un RH en interne, que ce soit un consultant en recrutement. Est-ce qu'un consultant, je sais qu'il y avait cette question-là, je pense que j'y répondrai dans le live suivant. Est-ce que c'est bien de s'adresser à un consultant en recrutement pour lui donner son CV et lui confier sa recherche d'emploi? Donc je vous dirai si c'est une bonne idée ou pas une bonne idée en suivant ma propre expérience. Mais l'idée, c'est vraiment que cette formation que j'ai faite, pour vous, c'est vraiment l'intégralité de tout ce que j'ai pu expérimenter, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire sur toute la carrière que j'ai pu avoir. C'est tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai observé, tout ce que soit m'a donné envie de poursuivre avec un candidat, soit m'a totalement donné envie de fuir parce qu'il y avait des choses qui se passaient mal. La formation en elle-même, elle est divisée en 4 modules. Le premier module, c'est décrocher un entretien. Donc par exemple, comment faire son CV au format de Dubaï, sa lettre de motivation. Et je vous fournis des templates de CV où vous n'avez plus qu'à remplir le CV sur Word, vous l'ouvrez et vous n'avez plus qu'à remplir le nom de votre métier. Vous n'avez plus qu'à remplir votre nom, votre prénom, les villes, etc. Et vous avez un CV qui est bien présenté, qui est moderne et qui est original. Je vais vous apprendre également à créer un profil LinkedIn optimisé, à maîtriser l'outil LinkedIn pour trouver les offres d'emploi, pour savoir comment trouver le nom du recruteur à laquelle vous allez vous adresser, comment trouver son adresse email sur LinkedIn, ça c'est possible aussi, ou sur Facebook, etc., etc. Je vais vous parler également des spécificités du marché de l'emploi dans ce module-là et de votre budget de recherche emploi. C'est-à-dire que venir sur place aux Émirats pour chercher un emploi, c'est loin d'être gratuit. C'est loin d'être gratuit. Vous avez des frais de logement, vous avez des frais de transport, vous allez avoir peut-être des frais d'impression, des frais, etc., etc., des frais de nourriture, des frais de téléphonie. Et ça, je vous en parle dans la formation pour que vous ne veniez pas avec un tout petit montant et vous découvriez ensuite le coût de la vie ici. Il faut que vous veniez, que vous soyez à l'aise quand vous venez pour pouvoir y rester et ne penser qu'à votre recherche d'emploi et non pas à « tiens, je suis un petit peu juste au niveau des fonds, comment je vais faire si je ne trouve pas dans une semaine ?» Ça, c'est le premier module, c'est comment décrocher un entretien. Le deuxième module, c'est comment performer lors de l'entretien, comment montrer qu'on est le meilleur candidat pour le poste. Et donc, par exemple, donc il y a beaucoup de vidéos, je vais vous dire combien il y en a, mais pour tirer quelques exemples, je vais vous donner les grandes questions qu'on pose en anglais. Donc, quelles sont les questions qui reviennent tout le temps en anglais? Comment on se prépare à un entretien, comment on s'habille, comment on parle, comment on convainc, comment on crée un storytelling. C'était un petit peu l'histoire que je vous racontais au départ de quelqu'un qui dit « Bonjour, je cherche n'importe quel emploi » et l'autre personne qui va expliquer tout depuis le début de sa scolarité, sa passion par exemple pour le stylisme et qui l'a conduit ensuite derrière à être styliste de mode. Je vous dis ça parce que dans 2 jours, il y a une vidéo qui sort sur ma chaîne YouTube où on voit le parcours d'une personne qui travaille dans la mode à Dubaï et qui a fait ses études ici, qui est là depuis longtemps et qui va vous parler de la vie à Dubaï. Donc c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Je vais vous expliquer également comment on convainc lorsqu'on est junior ou lorsqu'on est en reconversion ou tout simplement lorsqu'on est nouveau sur un marché. Et donc comment on peut montrer qu'on transpose ses compétences sur un nouveau poste.
Je vais vous dire aussi comment on raconte ses échecs, parce que tous les postes que vous avez pu occuper, peut-être parfois des essais d'entreprise qui n'ont pas réussi, comment on fait pour l'expliquer sur un CV, comment on fait pour que le recruteur se dise « c'est un échec intéressant pour nous, c'est un échec dont mon entreprise va pouvoir bénéficier ». Et enfin, je vais vous parler de comment et quand est-ce qu'on relance un recruteur. Parce que je reçois parfois, moi, des points d'interrogation en boucle, même sur LinkedIn, des points d'interrogation, interrogation. C'est pas comme ça qu'on relance un recruteur, tout simplement parce que même si vous étiez le bon candidat, vous risquez en tout cas de le fâcher, si je veux dire les choses comme ça, ou en tout cas qu'ils se disent, tiens, cette personne, elle n'a pas les compétences sociales pour lui confier, par exemple, un poste dans la relation clientèle, parce que si elle fait ça avec un client, le client, je le perds. Donc ça, c'est vraiment important. Je vais tout vous expliquer pour que lorsque vous arriviez à un entretien, depuis l'arrivée à l'accueil jusqu'à l'appel, pour vous dire si vous avez décroché ou non le poste, vous sachiez à chaque étape qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire, qu'est-ce que vous devez dire, qu'est-ce que vous ne devez pas dire, et que vous adaptez ensuite à votre propre profil. Je vous demande pas de devenir des robots du tout. C'est pas l'objectif. C'est pas de former une armée de robots du tout. Troisième module, c'est comment répondre aux questions. Donc c'est un module qui est consacré qu'aux questions des recruteurs. Comment répondre aux questions, la fameuse question, avez-vous des questions en fin d'entretien? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on répond? Quand c'est un deuxième entretien, qu'est-ce qu'on répond à cette question? Quelles sont vos qualités et vos défauts? Comment on fait pour avoir des qualités qui sont autres que je suis perfectionniste et motivée? Donc ça aussi c'est important. Quel type de manager êtes-vous? Donc je vais vous parler je vais vous donner le référentiel, la façon de penser du recruteur pour que vous derrière, vous puissiez communiquer dans la même langue. Et enfin, la dernière question à laquelle qui est traitée dans ce module et que je pense qui va vous plaire, c'est quelles sont vos prétentions salariales? Ça c'est la grande question, c'est la question qui fait peur. Parce que si on répond trop bas, on s'expose soit à pas paraître crédible, soit à finalement devoir accepter un poste qui est vraiment pas assez payé, ou alors si on demande trop, on risque de passer à côté d'un poste. Donc je vous explique également dans la formation comment on fait pour répondre à cette fameuse question. Enfin, dernier module de la formation. Donc vous allez voir, c'est vraiment tout ce que vous avez besoin. Normalement, après la formation, vous n'avez aucune question. Sinon c'est que j'ai pas fait bien mon travail, mais globalement vous devriez n'avoir aucune question à la fin de cette formation. Le module 4, c'est quels sont mes droits et mes devoirs en tant que salarié aux Émirats? Qu'est-ce qui va se passer pour moi en termes de congés, en termes d'horaire de travail, en termes de période d'essai? Je vais vous montrer des exemples, des vrais exemples d'offres d'emploi qui sont factices et d'offres d'emploi qui sont réelles. Comment on différencie le réel et le factice? Pareil pour le contrat de travail. Quels sont les points sur un contrat de travail qui va vous permettre de vous dire tiens, ce contrat de travail, c'est un vrai contrat de travail enregistré et je peux l'accepter les yeux fermés? Ou est-ce qu'on est en train d'essayer de peut-être me vendre un emploi qui n'est pas un vrai emploi ou me soutirer de l'argent pour le visa, etc. etc. Donc tout ça, c'est la formation que j'ai faite pour vous, tout simplement. Avant, je fonctionnais en base de coaching individuel. Un coaching individuel, c'est forcément cher, c'est forcément beaucoup de temps pour le formateur et donc beaucoup moins de temps qu'il peut consacrer ensuite à accompagner de manière individuelle, qu'il va pouvoir consacrer pour donner de l'information à plusieurs personnes. Et le coaching individuel, c'est quelque chose qui va demander aussi de la disponibilité de votre part. Vous ne pouvez pas le faire n'importe quand. L'idée de passer tout ça en formation, c'est que vous puissiez le faire à votre rythme, que vous puissiez regarder les vidéos dans le métro. Pas en voiture parce que vous conduisez, vous pouvez pas regarder, mais dans le métro, vous allez être chez vous, vous savez pas quoi faire pendant certaines vidéos font 10 minutes, d'autres en font 1 heure. Vous savez, vous vous mettez devant l'écran. Moi, j'ai filmé mon écran. Par exemple, sur comment faire un profil LinkedIn, j'ai filmé mon écran, j'ai refait tout un profil LinkedIn pour vous. Pareil, comment on cherche les emails des recruteurs, j'ai filmé mon écran et je l'ai fait pas à pas. Donc, vous pouvez très bien mettre la vidéo d'un côté, votre écran de l'autre et petit à petit regarder, puis faire cliquer en même temps que moi pour avoir les mêmes résultats. Et dans l'idée, la formation, c'est plus de 60 vidéos. Donc, ça vous laisse vraiment beaucoup de contenu. Si vous regardez qu'une seule vidéo par jour, vous avez 2 mois de contenu à regarder.
En termes de temps que ça va prendre, la formation, c'est 13 heures de formation. Il y a plus de 13 heures de formation. Donc, il y a plus de 13 heures de vidéo où vous avez tout le contenu. Et en 13 heures, je vous assure qu'à la fin, vous saurez faire la différence, vous saurez vous démarquer. Vous allez même pouvoir, en fait, leader l'entretien. Moi, j'ai beaucoup ça, en fait. Le fait d'avoir des expériences de recruteuse de RH, ça arrive souvent que j'arrive en entretien et quand le recruteur en face de moi est un petit peu junior, je lead l'entretien en lui disant, bah voilà, écoutez, c'est comme ça, est-ce que vous avez des questions sur mon profil, ce point-là, etc. Et donc, je lead l'entretien. Et donc, c'est ce qui pourra certainement vous arriver suite à cela parce que vous connaîtrez également la structure d'un entretien et vous savez exactement qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'il n'a pas besoin d'entendre et comment faire les choses. Des templates de CV optimisés. Donc, quand je dis optimisé, c'est optimisé pour les ordinateurs. C'est-à-dire que maintenant, quand vous postulez dans les entreprises, le CV passe dans ce qu'on appelle un robot. Et ce robot va lire de manière préalable votre CV. Donc, c'est-à-dire que nous, dans notre logiciel en tant que recruteur, si on tape les mots-clés, par exemple, agent immobilier qui parle anglais, le robot est capable de regarder dans la base de données des CV et de ressortir tous les CV qui sont des agents immobiliers qui parlent anglais. Et donc, l'idée, c'est quand on a un CV qui est optimisé, on a un CV qui est facilement lisible par un robot. Je vais vous donner une astuce, comme ça je vous la donne. Les personnes qui, sur leur CV, mettent des petites étoiles au niveau des langues, qui mettent langue, anglais, 5 petites étoiles, sachez que le robot ne lit pas ces petites étoiles. Et donc, globalement, si je cherche agent immobilier qui parle anglais, je ne tomberai pas sur votre CV si vous avez mis des petites étoiles, tout simplement parce que le robot n'a pas compris que vous parliez anglais. Donc ça, c'est des petites choses comme ça que je vous donne dans la formation, tout simplement pour pas perdre une offre, juste parce qu'on a perdu de vue quelque chose, juste parce qu'il y a un élément qu'on ne savait pas et qui a fait qu'on n'est pas ressorti dans les résultats de recherche. En tout cas, je vous garantis en tout cas jusqu'au 1er septembre, toute personne qui prendra la formation, on s'appellera pendant le temps qu'il faut, on fera un appel pour définir un plan d'action, pour vous dire vous commencez par ça, vous faites ça, ensuite vous faites ça, etc., pour que vous ne soyez pas perdu et ensuite vous regardez les vidéos en parallèle et donc la recherche d'emploi elle va être super fluide. Et enfin, la dernière chose, c'est que c'est une formation qui est conforme aux pratiques modernes du recrutement. Donc tout ce qui est nouveau, etc., ça a été pris en compte pour faire la formation. Et la formation, du coup, je ne vais pas essayer de vous prendre trop de temps à ce sujet-là, mais ça va vous faire gagner du temps une fois que vous allez être sur place pour trouver un emploi. Ça va vous permettre de gagner de l'argent parce que forcément, dans un sens, quand on est dans un hôtel et qu'on attend de trouver l'emploi, etc., on dépense de l'argent. Chaque jour d'hôtel, vous dépensez de l'argent. Et donc, si vous avez suivi une formation avant, que vous arrivez avec un CV qui est prêt, que vous arrivez avec des tenues professionnelles qui sont prêtes, des cartes de visite, etc., et que vous n'avez plus qu'à taper aux portes, vous allez gagner un temps fou sur votre recherche d'emploi. Et ce temps-là, c'est du temps que vous libérez où vous n'allez pas devoir être en hôtel, payer de la nourriture en livraison, etc., parce que vous n'aurez pas de cuisine, parce que l'installation n'est pas faite, parce que, etc. Donc, vous allez gagner du temps, de l'argent et ensuite, c'est accessible. C'est-à-dire que j'ai décidé, en tout cas jusqu'au 1er septembre, je vous garantis ce tarif-là. Ensuite, peut-être que ça augmentera un petit peu parce que forcément, faire une formation, ça coûte cher pour la personne qui l'a fait. Que ce soit en termes de matériel, que ce soit en termes de montage, de toutes les personnes qui ont pu aider à monter, à mettre en place le site web, qui ont pu mettre en place tout l'espace élève du plan de formation. Et donc jusqu'au 1er septembre, la formation elle est à 229 €. Avec tout ce que je vous ai dit avant était inclus, que ce soit les templates de CV, que ce soit les 13 heures de vidéo, que ce soit également le plan d'action, tout est inclus pour ce prix-là. Et donc j'espère en tout cas que c'est un prix qui vous paraît suffisamment accessible par rapport au contenu. Moi je suis quelqu'un pour lequel le métier tient vraiment à cœur. Donc si je voudrais pas avoir de déçus, donc globalement c'est vraiment tout ça, j'ai mis le maximum dans la formation. Normalement, vous ne devriez pas trouver d'informations supplémentaires ailleurs dans l'idée où vraiment, ça fait des mois que je travaille dessus, où je mets tout ce que j'ai vu sur plusieurs années et toute l'expérience. Donc, j'y ai mis le cœur. Voilà, c'est vraiment le message, c'est que j'y ai mis tout mon cœur. J'y ai mis des nuits entières à faire cette formation. Donc, j'espère en tout cas qu'elle vous plaira.
Je vous enverrai ou je vous mettrai sur le groupe le PowerPoint qui est lié à cette formation pour que vous puissiez retrouver le lien et vous inscrire si vous en avez envie. Vraiment, je force personne, c'est vraiment selon les choix de chacun de faire ça. Et je vous avais promis une surprise. C'est surtout ça, je pense aussi, qui est importante et qu'il ne faut pas oublier. C'est que je vous avais promis une surprise depuis le début de la vidéo. Dans la formation, je vous explique comment trouver des offres d'emploi. Je vous explique comment trouver des offres d'emploi qui sont cachées. Je vous explique comment trouver les emails des recruteurs. Et donc, c'est le travail que j'ai fait pour vous aujourd'hui. J'ai fait aujourd'hui pour que vous ayez les choses les plus récentes possibles. Et donc, j'ai pas trouvé de meilleur moyen que ça. Je sais que la technique, c'est pas ce que je maîtrise de mieux, hein, puisque le live finit sur Facebook plutôt que YouTube. Mais en tout cas, je vous mettrai dans les commentaires le lien. Un lien sur lequel vous pouvez juste ajouter votre adresse email et vous allez recevoir plus de 15 offres d'emploi avec à chaque fois la description, avec le contact du recruteur, donc parfois c'est son profil LinkedIn, parfois c'est son adresse email directe. Et donc c'est 15 offres d'emploi que je suis allée chercher avec les méthodes que je vous donne dans la formation, que je vous donne gratuitement. Il n'y a aucune obligation derrière d'acheter la formation ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous aider. Parce que l'idée, c'est de ce groupe Facebook, c'est vraiment l'entraide. Et dès que je pourrai, dès que j'aurai du temps, etc., à chaque fois, je mets des offres d'emploi sur ce groupe Facebook. Mais globalement, l'idée, c'est ça. C'est que ces offres d'emploi, je vous demande par contre de ne pas envoyer des offres si votre profil ne correspond pas, parce que ce sont des recruteurs qui attendent des profils qui correspondent. Mais en tout cas, si vous avez la possibilité, si votre profil correspond, foncez, parce que ce sont des offres d'emploi qui sont encore actives, qui sont toutes récentes, comme parfois moins d'une journée. Ce sont des belles offres d'emploi que je vous ai sélectionnées. Il y en a qui sont payées, vous verrez, il y en a même une qui est payée jusqu'à 25 000 dirhams par mois. Donc, c'est de plutôt bonnes offres d'emploi, surtout dans une période coronavirus où les entreprises ont eu tendance à enlever, on va dire à couper un petit peu leur budget. Donc ça, j'espère vraiment, il y a de tout. Hein. Il y a de l'agent immobilier, il va y avoir de l'ingénieur IT, il va y avoir de tout ce qui est comptabilité, il y a du professorat, il y a globalement, enfin là c'est de mémoire que je vous dis, mais j'ai essayé de mettre le maximum de variété, que ce soit en termes de type d'emploi, de salaire, de niveau d'expérience. Vous allez avoir des emplois où il faut parler, il y a un emploi où le français est un plus, il y a des emplois où il faut parler arabe, d'autres où il faut parler que anglais, et donc vous pourrez faire votre marché dedans. Donc ça, c'est quelque chose que je tenais à vous offrir. J'espère en tout cas que ça vous plaît, que le concept du live vous plaît. N'hésitez pas à mettre en commentaire des petites choses qui n'ont pas paru claires, parce que je vais faire un tour dessus forcément. N'hésitez pas également à me dire si vous avez envie d'un autre live, si vous en avez envie d'un autre, je ne sais pas, une fois tous les mois. Est-ce qu'il y a des questions pour un prochain live que vous aimeriez voir? Est-ce que la petite surprise que je vous ai réservée à la fin vous paraît intéressante, en tout cas vous aide? Si c'est le cas, on pourrait aussi envisager d'avoir cette même petite surprise avec des offres renouvelées à chaque fin de live. Voilà, en tout cas, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous n'avez pas aimé, parce que c'est aussi ça, hein, l'échange, c'est pas forcément dire que ce qu'on aime, mais dire aussi exactement ce que vous n'avez pas aimé. Si il y a des choses qui vous ont pas plu, vous le dites, comme ça on modifie, on s'améliore. Et pour tout ce qui est formation, je vous mets un lien aussi dans le groupe, pour que vous puissiez aller voir par vous-même la page dédiée à cette formation. Et si vous avez des questions sur la formation, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on peut y répondre une fois pour tout le monde, même pour les plus timides qui n'oseraient pas parler. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live Facebook, de vous être adapté au changement de support entre YouTube et Facebook, et je vous souhaite à tous en tout cas surtout la santé, ça c'est le plus important, mais de réaliser cette année vos projets professionnels, de trouver l'emploi qui vous convient ici aux Émirats. Et si vous venez prochainement en vacances, sachez que j'avais pour habitude avant le coronavirus de proposer des rencontres francophones sur ce groupe. Donc je publie à chaque fois sur le groupe des dates, des horaires, etc. Ou entre francophones, on peut se retrouver ici à Dubaï. Donc c'est toujours dans un café, un restaurant, etc. Où on va retrouver des personnes qui sont francophones, qui soient soit entrepreneurs, soit salariés. Et à l'édition de janvier, on était 40.
Et il y en a 3 qui ont trouvé un emploi dans la semaine qui a suivi, tout simplement. Parce que les contacts, c'est une part importante de la recherche d'emploi aux Émirats. Sur ce, je vous souhaite en tout cas une excellente après-midi. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup.